Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche pour actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel. Et nous sommes en direct sur l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Est-ce que lorsque je parle, vous m'entendez bien ? Je vous entends très très bien. Très bien. C'est parfait. Parfait. Alors il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Homero Marangi Peria, docteur en sociologie, spécialiste de l'islam français, chercheur associé à l'IPRA, Institut de recherche sur le pluralisme religieux et l'athéisme, groupe de recherche des universités de Nantes et de Le Mans, et il est directeur scientifique de ECLEE, European Center for Leadership and Entrepreneurship Education, centre de formation et de recherche action situé à Lille depuis plus de 15 ans. Il développe son expertise et ses interventions dans le domaine de la non-discrimination et du management, de la diversité en entreprise. Elle est par ailleurs régulièrement sollicitée pour donner des formations sur la laïcité en prévention du radicalisme religieux. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel, docteur Homero Marangi. Merci. C'est un plaisir pour vous avoir parmi nous, et c'est aussi l'occasion qu'on donne à l'ensemble des convertis d'être entendus au sein de cette émission, parce que nous traitons le dossier de l'islam, ça fait plus que maintenant 1 an, presque 2 ans, et nous souhaitons que cette question soit globale et transversale. Ma première question, c'est, vous le permettez, comme vous le savez, l'implantation de la religion musulmane en France est une réalité qui rend le débat sur sa nature est largement dépassé. Comment vous voyez-vous l'évolution sociétale et politique français qui sont dans un cadre laïque vis-à-vis de l'islam? Alors c'est une vaste question, on va la résumer en quelques minutes à travers quelques éléments principaux. On peut dire tout d'abord que la présence de musulmans en France ne date pas d'il y a quelques années, ni même de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des musulmans sur le territoire français au moins depuis le début du XXe siècle, même avant, durant la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a toute une tradition de musulmans qui sont venus sur le territoire français pour se former. Ils ont pris des postes dans les différentes contrées de l'Empire ottoman, donc ça date pas d'aujourd'hui. Il y a des traces physiques de cette présence, puisque il y a des vestiges, ou en tout cas la mention de cimetières confessionnels, puisque à l'époque nous étions dans le Concordat en France, des traces de mosquées, etc. Donc ça date pas d'aujourd'hui. C'est important que les auditeurs aient ça à l'esprit, parce que souvent quand on parle d'islam, on fait référence à une religion qui est nouvelle, qui est très peu connue, etc. Ce qui est faux, à la fois au plan culturel, à la fois également sur le plan politique, dans le sens où les pouvoirs publics français ont pris en compte le fait religieux musulman depuis très longtemps. La deuxième chose qu'il faut mentionner, c'est que la plupart des musulmans sont invisibles, dans le sens où ils ont une pratique religieuse ou un rapport à l'islam plutôt qui est sécularisé, dans le sens où qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants de leur religion, ils sont un peu comme la plupart des Français, quelle que soit leur confession, c'est qu'ils entretiennent un rapport discret,
pas très visibles à leur pratique religieuse. On peut le voir quand on est en entreprise, si on est entre collègues, il peut y avoir des différences dans le rapport à l'alimentation, mais au-delà de ça, ils sont pas très visibles. La troisième chose qu'il faut mentionner, c'est que quand on parle de l'islam aujourd'hui, on fait référence surtout aux questions relatives à la pratique du culte. Ces questions ont commencé à émerger surtout à la fin des années 70 et plus précisément après l'échec de la politique du retour. Et là aussi, pour les auditeurs, il est très important d'avoir à l'esprit que lorsque la présence de musulmans sera plus importante durant les 30 glorieuses, la période en gros surtout à la fin des années 50 et plus précisément après les accords d'Évian 1962, donc on a tous les accords de main d'œuvre à partir de 1963, les accords de charbonnage notamment avec entre la France et le Maroc, et puis tous les accords de main d'œuvre entre la France et ses anciennes colonies, qui fait que chaque année il y aura plusieurs milliers de musulmans qui arrivent sur le territoire français. Alors je dis musulmans, à l'époque on parle pas de musulmans bien entendu, mais pour faciliter ici la discussion entre nous, j'emploie le terme de musulmans. Donc ils viennent de la vallée du fleuve Sénégal, ils viennent du Maroc, d'Algérie, etc. Les deux pays principaux de provenance étant l'Algérie et le Maroc. Et donc ils arrivent plus massivement sur le territoire français, sachant que le discours politique en France a toujours été celui consistant à dire ils sont là provisoirement et à la fin ils vont rentrer chez eux. Sauf que Valéry Giscard d'Estaing, qui délègue à Paul Dijoux dans les années 70 la politique du retour, c'est un échec. Les migrants sont là, les familles par la suite peuvent s'installer et c'est la montée en visibilité des infrastructures culturelles et également de tout ce qui permet la pratique du culte et le rapport à l'alimentation. On voit émerger les boucheries halal, etc. Et par la suite, ce seront les centres culturels musulmans. Donc tout ça, ça se fait au début des années 80 jusque le milieu des années 1990. Donc quand on parle aujourd'hui des problématiques liées à l'islam, on fait surtout référence à cela, et depuis le début des années 80, il y a une question qui traverse tous les débats politiques français et également les débats au sein de l'opinion publique française, c'est comment ces musulmans vont-ils se structurer ? Puisque nous allons aboutir par la suite à discuter justement de cette structuration de l'islam et du rôle que les convertis peuvent jouer. Alors comment vont-ils se structurer ? Les premières tentatives ont été intra-musulmanes, puisque les fédérations musulmanes ont fait une première tentative en 1985 avec la Fédération nationale des musulmans de France, mais ça n'a pas abouti pour différentes raisons, et jusqu'à aujourd'hui c'est toujours des imbroglios, puisque il y a eu différentes tentatives à la fin des années 1980 avec le CORIF, ensuite Charles Pasqua en 1995 veut déléguer la gestion de cet islam cultuel à la mosquée de Paris, ce sera encore une fois un échec, ensuite Jean-Pierre Chevènement à la fin des années 90 lance la fameuse consultation qui aboutira finalement à la création du CFCM. Je parle de création puisque c'est une impulsion directe du ministre de l'Intérieur en 2002 qui était Nicolas Sarkozy, en 2003 pardon, et c'est un accouchement au forceps, donc le CFCM est créé et jusqu'à aujourd'hui le CFCM a connu tout un ensemble de difficultés de fonctionnement. Alors maintenant, quand on a ce grand tableau, on peut commencer à poser les pièces d'un vaste puzzle avec des lignes de fracture, des musulmans qui sont très majoritairement en dehors des lieux de culte, même si on peut avoir l'impression que c'est une religion très dynamique. Ce n'est pas vrai de mon point de vue de sociologue. La religion la plus dynamique aujourd'hui en France, c'est le protestantisme évangélique. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, il y a moins de 1 million de protestants, toutes obédiences confondues, avec une majorité aujourd'hui, les protestants français, on va dire installés historiquement en France depuis le Moyen-Âge, sont très peu pratiquants. Le protestantisme évangélique, aujourd'hui, pour moins de 1 million de fidèles, dispose de plus de lieux de culte que le nombre de mosquées en France.
pour vous donner un ordre de grandeur, alors qu'on parle de 5 à 6 millions de musulmans. Il y aurait environ 2500 lieux de culte musulmans et il y en a autant, voire plus, de lieux de culte protestants évangéliques en France. Donc, pour vous donner juste un point de comparaison, parce que c'est très important pour les auditeurs d'avoir aussi ces points de comparaison. Monsieur, si vous le permettez, j'ai juste une petite remarque. Vous avez parlé de dynamisme. Oui. C'est ça. Sur quoi vous êtes fondé pour qualifier un tel ou un tel religion, il est plus dynamique que l'autre? Vous avez parlé des lieux de culte. Bon, à la limite, oui. C'est de la construction. Mais y a-t-il d'autres paramètres qui font la différence entre les deux cultes ou les trois cultes? Oui, tout à fait, tout à fait. Je me suis intéressé à cette question depuis mes recherches doctorales. Bon, ça fait déjà longtemps que j'ai soutenu ma thèse. J'ai soutenu en 2002 et j'ai fait une typologie des trajectoires d'islam et du rapport à la religion chez un groupe de jeunes musulmans. Et ça m'a interpellé. Je me suis posé la question justement comment évaluer globalement la dynamique religieuse, sachant qu'en France il est interdit d'effectuer des recensements sur la base de l'appartenance religieuse. Donc il y a quand même sur le site de l'IFOP, vous pourrez retrouver la compilation de l'ensemble des sondages d'opinion qui ont été conduits grosso modo de 1989 jusqu'à aujourd'hui. Il y a une première restitution en 2011, ensuite il y en a une autre en 2015. C'est très intéressant parce que on voit les grandes tendances. Alors, pour résumer, pour pas faire trop complexe pour les auditeurs, on voit que il y a un groupe de personnes interrogées. Donc les sondages en général c'est entre 500 et 1000 personnes, mais quand on accumule sur plus de 20 ans, ça fait quand même une masse d'informations assez intéressante. Et on a grosso modo un premier sous-ensemble d'environ le quart des personnes interrogées qui se déclarent pratiquantes. Alors, quand une personne se déclare pratiquante, ça veut tout dire. Ça peut être une personne qui fait son invocation le soir avant de se coucher, jusqu'à la personne qui est très assidue dans le suivi des prières quotidiennes. On a également un cinquième à peu près des échantillons, c'est-à-dire à peu près 20% de personnes qui sont issues de familles musulmanes qui ne se déclarent plus musulmanes. Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est un sous-ensemble qui est très très peu étudié. Les sociologues s'intéressent très peu à la désaffiliation religieuse chez les musulmans, et on a à peu près 55 à 60% de personnes qui sont, je dirais en arabe, la ilaha oulay wa la ilaha oulay, qui sont dans une espèce d'entre-deux où la pratique religieuse qui ne sont pas des convertis, si j'ai bien compris. Non, ce ne sont pas des... Alors, les convertis peuvent se retrouver dans tous ces échantillons. Les convertis peuvent être plus ou moins assidus. On a également des personnes qui ont été dans un parcours de conversion et ensuite qui ont quitté l'islam. C'est aussi un phénomène que l'on retrouve quand on fait des recherches de terrain sociologique. Les convertis se retrouvent dans tous les sous-ensembles, si on peut dire. Puisque vous parlez de cette thématique, elle est assez intéressante quand même, parce que c'est le fond de débat sur les convertis. Et pourquoi la personne il quitte à mi-chemin sa conversion? Alors, les parcours de conversion sont très diversifiés. Il y a des parcours. Alors, moi, quand je me suis intéressé à la conversion à travers la typologie qu'avait faite un collègue sociologue qui s'appelle Stefano Allievi. C'est un sociologue italien de l'université de Padoue, et il avait publié au tout début des années 2000 un ouvrage qui était intitulé Les convertis à l'islam en Europe. Donc il a fait une vaste étude dans différents pays européens, notamment France, Italie. Il avait parlé de la conversion. Alors, il avait abordé la conversion sous deux angles.
l'angle instrumental et non instrumental, c'est-à-dire est-ce que la personne qui se convertit à l'islam, elle le fait par rapport à un but relationnel précis. Je vais prendre le cas le plus basique, la personne veut se marier avec une personne musulmane, hein, c'est le cas d'un certain nombre d'hommes non musulmans qui veulent se mettre en couple ou se marier avec des femmes musulmanes, et quand se pose la question de l'officialisation auprès du consulat, par exemple, si c'est un pays du Maghreb, l'autorité consulaire va exiger un certificat de conversion. Donc la personne peut se convertir uniquement dans le but du mariage, ou elle peut le faire également dans une démarche plus spirituelle. Vous disiez ? Justement, au point de vue formalité. Donc, c'est une sorte de... Voilà, ça peut être une simple formalité, mais ça peut être une formalité qui, par la suite, se transforme en véritable cheminement spirituel. Parfois, c'est un cheminement... la personne va se convertir dans une vraie démarche spirituelle, et puis au bout d'un certain temps, elle peut considérer que cette foi ne lui convient pas. Les parcours, vous savez, ce sont des parcours d'une vie. Il peut y avoir tout un ensemble de jalons dans ces parcours, avec une assiduité religieuse plus ou moins importante en fonction de l'âge, en fonction de tout un ensemble de paramètres. Ensuite, il y a les conversions non instrumentales, si on peut dire, c'est-à-dire qui ne sont pas directement liées à un contexte de vie relationnelle, c'est-à-dire, par exemple, il y a tout un ensemble de personnes françaises qui se convertissent de manière récurrente à l'islam par le biais du soufisme, par le biais de la spiritualité musulmane. Ça peut être soit parce qu'elles ont rencontré des personnes musulmanes qui étaient dans des groupes soufis ou dans des cheminements soufis, soit parce qu'elles ont lu la littérature soufie. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble de livres, je pense notamment aux ouvrages de Jalal-ad-Din Rumi, donc Rumi, les épîtres de sagesse de l'émir Abdelkader qui sont compilés dans des ouvrages qui sont absolument fantastiques, hein, d'un point de vue culturel, mais également spirituel. Donc, il y a des cheminements comme cela. Et il y a également un troisième cas de figure qui est intéressant, c'est celui des conversions de personnes qui se trouvent dans des grands ensembles urbains. Je prends des précautions sémantiques pour pas dire les quartiers, les banlieues, etc. Et au sein de ces ensembles urbains, donc, ils côtoient des amis musulmans, et c'est les parcours que l'on résume dans un langage assez trivial par les conversions des jeunes de quartier. Justement, donc ça aussi, c'est un phénomène qui est assez récurrent. Donc ça donne un tableau. Là, c'était juste pour dresser un premier tableau avec différents types de conversions. Bien sûr, parce qu'il y a aussi, parlons aussi d'un autre groupe de convertis, et ça c'est les médias qui le disent, et aussi les quelques spécialistes. Il y a les radicalisés. Et là, il y a aussi cette conversion, d'après ce qu'ils disent, des convertis qui se radicalisent et qui font peur. Comment vous répondez à ces gens-là ? Alors, moi, j'ai pris l'habitude de ne pas parler de radicalisme en tant que tel, du moins. J'emploie ce terme dans mes écrits sociologiques, mais pour bien me faire comprendre ici des auditeurs, quand on parle de radicalisme, en fait, dans les médias, le radicalisme renvoie à ce que nous on appelle en sociologie l'extrémisme religieux violent. C'est ça. Alors, il y a le fondamentalisme religieux. D'accord, donc le fondamentalisme religieux, c'est le fait d'avoir une religiosité que l'on affirme être une religiosité qui repart aux sources, au fondement de la religion, et le fondamentaliste essaye de pratiquer la religion selon l'idée qu'il se fait de la pratique religieuse des premiers adeptes de sa religion. Alors chez les musulmans, le fondamentalisme religieux, c'est le fait d'avoir une religiosité que l'on affirme être une religiosité qui repart aux sources, au fondement de la religion, et le fondamentaliste essaye de pratiquer la religion selon l'idée qu'il se fait de la pratique religieuse des premiers adeptes de sa religion.
vous le connaissez parfaitement, Abdelatif, c'est le cas de musulmans qui disent on pratique selon la pratique des salaf salih, c'est-à-dire des pieux prédécesseurs. Donc ça va se traduire par un certain comportement, par le fait de porter un habit spécifique, par le fait de se laisser un certain nombre d'attributs de visibilité dans sa pratique religieuse. Donc ça fait partie du fondamentalisme religieux, et il y a des parcours de conversion, bien entendu. Moi, je l'ai connu dans les années 80. Moi, je me suis converti à l'islam en 1987, donc ça fait bientôt 31 ans. Et à l'époque, le groupe qui était le plus prosélyte dans les quartiers, c'était la Jamaat Tablir, le groupe des Tablirs, qui est à l'échelle internationale le plus grand groupe de prédication musulman, avant même les groupes de l'islam politique comme les Frères musulmans. Aujourd'hui, il a perdu beaucoup de terrain en France, mais il reste quand même assez dynamique. On a également des groupes que l'on qualifie de salafistes, sachant que le terme de salafiste fait référence grosso modo à une affiliation à un islam qui est directement issu de la prédication des savants d'Arabie Saoudite, mais pas uniquement. Mais majoritairement en provenance d'Arabie Saoudite. Donc tout ça, moi je le range dans le fondamentalisme religieux. Après, il y a l'adhésion à l'extrémisme religieux violent et le fait de vouloir, pour un certain nombre de personnes, quitter le territoire français et aller en Syrie, en Irak et rejoindre directement un groupe affilié à Daesh. Je parle d'un groupe affilié à Daesh parce qu'il y a différentes entités qui sont affiliées, qui ont fait allégeance à l'État islamique revendiqué, du moins. On pourra bientôt parler, je pense, d'ex-État islamique. Donc là, là, on est dans un registre très particulier, très minoritaire. Ça concerne quelques milliers d'individus et très particulier parce que... Qui fait beaucoup de bruit quand même. Pardon ? Qui fait beaucoup de bruit. Alors, vous savez, le bruit médiatique, comme disent les médias, on s'intéresse aux ponts qui s'écroulent et on s'intéresse pas aux ponts qui sont en bonne, qui sont solides, qui sont en bon état. Donc les médias, le prisme, il y a deux prismes aujourd'hui qui nous font entrer dans beaucoup de fantasmes, dans beaucoup de fantasmes. C'est le prisme médiatique et le prisme des réseaux sociaux. On a l'impression qu'il y a des phénomènes extrêmement répandus dans la société, etc. Alors que quand on les analyse à tête reposée, on s'aperçoit que c'est pas exactement cela. Après, bien entendu, pour donner des formations également parfois pour les forces de l'ordre, si on parle de 1000 djihadistes sur les territoires français, c'est toujours 1000 personnes de trop pour les forces de l'ordre. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, bien entendu. On a parlé un petit peu de cette société musulmane qui se trouve à l'étranger, donc en Europe, et on parle du cas de la France. Et ma question est double. Donc, dans un premier temps, comme vous le savez, l'islam en France n'est pas si éloigné d'une configuration similaire à celle d'autres religions qui sont connues, notamment le judaïsme, bien sûr, et le christianisme, par leur indépendance de gestion. Pour quelles raisons l'islam en Europe est toujours sous influence, soit politique, soit sécuritaire, soit financier, à l'étranger? Alors là aussi, il faut donner des éléments de comparaison aux auditeurs. Justement. Alors, si on prend l'Église catholique, donc il y a une spécificité de l'Église catholique, c'est que elle est hiérarchisée. Donc il y a une Église catholique qui s'est structurée en France depuis le Moyen-Âge. Plus précisément depuis la fin du Moyen-Âge. Donc on parle de gallicanisme pour évoquer le fait que la hiérarchie ecclésiale française s'est émancipée de la tutelle du Vatican depuis déjà plusieurs siècles, mais quand même, il y a des liens qui sont des liens de tutelle qui sont quand même assez forts.
Donc le Vatican exerce quand même son magistère sur tout un ensemble de pays, même si l'Église de France s'est émancipée en grande partie de cette tutelle depuis quelques siècles. Quand on parle du protestantisme, il y a une fédération protestante en France, mais qui n'exclut pas le fait qu'un certain nombre de groupes protestants entretiennent des liens forts avec le protestantisme évangélique américain, qui est assez spécifique puisque il épouse en grande partie les contours de l'économie libérale, et c'est celui qui se diffuse le plus rapidement à l'échelle de la planète aujourd'hui. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Le judaïsme français s'est structuré, mais avec une impulsion directe de Napoléon Bonaparte, puisque le Grand Sanhédrin s'est réuni sur injonction de l'autorité politique française, et il a accouché au forceps, dans le sens où Napoléon a obligé les rabbins à répondre à un ensemble de questions sur la compatibilité ou pas du judaïsme français avec la société, la culture française. Et quand on évoque aujourd'hui l'islam de France, on fait beaucoup de comparaisons justement avec ce grand Sanhédrin du début du 19e siècle, parce que lorsque il y a eu la consultation lancée par Jean-Pierre Chevènement, les fédérations et les associations musulmanes ont dû signer un protocole et une espèce de charte des valeurs de la République, et ça a fait grincer des dents plus d'un musulman qui a vu une espèce de tutelle et un remake de ce grand Sanhédrin. Alors, là, concernant l'islam, il y a 2-3 éléments quand même qu'il faut rappeler. Déjà, dans la plupart des pays d'islam, le culte est sous la tutelle d'un ministère du culte. Si on prend le cas du Maroc, on a le ministère des Hubous, on va le traduire en français très simplement par le ministère du culte. Donc, il n'est pas envisageable dans la plupart des pays musulmans que la pratique du culte soit complètement autonome. C'est-à-dire, les mosquées sont sous la tutelle du ministère du culte, c'est-à-dire qu'elles sont répertoriées, on ne peut pas faire de discours du vendredi comme on veut, etc. Je ne dis pas ça pour dire pour affirmer qu'il faut que le culte musulman soit sous la tutelle des autorités françaises. Simplement, en situation de migration, il y a toujours la tentative des autorités des pays d'origine d'exercer une tutelle sur leurs ressortissants à l'étranger. Je vais donner 2 exemples, c'est celui des Polonais et des Italiens. Quand ils sont venus sur le territoire français assez massivement, au début du XXe siècle, puisqu'il y avait plus d'1 million d'Italiens, officiellement 400 000, mais plus d'1 million si on compte les Italiens qui n'avaient pas de titre de séjour sur le territoire français au début du XXe siècle. Et si on prend les Polonais, il y a eu la tentative des autorités italiennes et des autorités polonaises d'exercer une tutelle sur le ressortissant. Les autorités italiennes avaient peur de l'anarchisme qui se développait, et également du syndicalisme qui était très fort chez les Italiens du début du XXe, et les autorités polonaises ont utilisé clairement le vecteur religieux pour contrôler les ressortissants polonais qui étaient sur le territoire français. Pour les musulmans, ça a été un peu la même chose. C'est que les autorités ont essayé d'encadrer les populations via les amicales jusqu'au début des années 90. On a vu, les amicales étaient complètement en perte de vitesse, et les autorités aussi bien algériennes que marocaines ont décidé de reprendre, on va dire, une espèce de tutelle sur leurs ressortissants. Alors, même s'ils acquièrent la nationalité française, pour les autorités des pays d'origine, alors plus précisément pour le Maroc, un Marocain, même s'il acquiert la nationalité d'un pays étranger, pour les autorités marocaines, tout le Maghribi ou Tmout Maghribi,
tu nais marocain et tu meurs marocain. C'est-à-dire quand tu rentres au Maroc, tu es considéré comme un ressortissant marocain. Donc il y a toujours cette volonté d'exercer la tutelle et elle va s'exercer progressivement via les lieux de culte. Donc quand va se poser, je dirais même que l'émergence du CFCM a ravivé des concurrences entre les pays d'origine, car elles y ont vu la nécessité de reprendre une espèce de contrôle à distance. C'est pas un contrôle direct, mosquée par mosquée, mais c'est plutôt un contrôle à distance via le contrôle de fédérations ou d'un certain nombre de personnes. Monsieur Omiro, chose qui a été dite sur notre antenne par un des acteurs maintenant qui est connu sur la scène de l'islam en France et qui a passé à l'antenne avec nous, Monsieur Hakim El-Karoui, qui a parlé comme quoi il y a une mainmise, mais plutôt sécuritaire. Mais je vais vous donner une anecdote. En 2003, par un concours de circonstances, j'étais chargé de mission dans un centre de ressources contre les discriminations dans le Nord, et par un concours de circonstances, le centre de ressources a reçu un mandat pour accompagner la préparation de la première élection dans le Nord de la France. À l'époque, j'étais dans le Nord de la France, donc j'ai géré le secrétariat de la première élection du CRCM du nord de la France avec le chargé de mission de la préfecture. Donc c'était assez marrant cette histoire. Ouais, voilà. Donc j'ai reçu un ensemble. Alors j'étais vraiment sous l'observation des différentes fédérations. Donc il y avait les Marocains, il y avait trois groupes il y avait 3 leaders marocains. Il y avait un leader qui était plutôt on va dire représentants des Chleuh, les Marocains du Sud, les Berbères du Sud du Maroc, qui sont prédominants dans toute la zone minière du nord de la France. Il y avait un autre leader marocain qui était plutôt... alors c'est marrant parce que c'est un leader qui est à la fois de l'UOIF, c'est le président actuel de l'UOIF, Amar Lasfar, mais qui également, Amar Lasfar, a assis son leadership dans le nord de la France via les RIFA. Et il y avait d'autres leaders, des petits leaders marocains, mais qui étaient très très isolés. Mais sinon, c'était, j'ai dit 3, mais c'était plutôt deux leaders marocains comme ça qui se disputaient le leadership. Et on avait un leader algérien qui était le président de la fédération de la Grande Mosquée de Paris dans le nord de la France. Ça faisait 3 personnes comme ça qui étaient en concurrence de leadership, les Turcs étant beaucoup plus discrets de leur côté. La deuxième élection va se passer en 2003. La deuxième élection se passe en 2006 pour le nord de la France. Le secrétariat a été pris en charge par une autre personne, donc marocaine, qui a essayé de développer son propre leadership. Ce n'étaient pas les 2 premières que j'ai citées, et ça s'est fait directement dans les locaux du consulat du Maroc dans le nord de la France. Et il y avait un conflit entre les 3 prétendants marocains au leadership, et c'est le consulat du Maroc qui a dû faire les arbitrages entre ces différentes personnes. Alors c'est très intéressant parce que ça montre bien qu'il y a des liens directs avec l'autorité de tutelle du pays d'origine, mais ça montre également les limites de cette autorité de tutelle qui doit gérer des arbitrages entre différents leaders. C'est pour ça que moi je ne cesse de dire que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un pilotage direct, mais il y a également des leaders locaux et des leaders régionaux en France qui utilisent cette appartenance au pays d'origine pour asseoir un leadership. Mais docteur, néanmoins, et ça c'est avec un constat unanime, quasi unanime,
il y a un échec total qui s'est traduit par la naissance born in Morocco. Je crois que vous avez compris de quoi je parle. Et encore mieux avec le gâchis énorme de l'argent qui est destiné à contenir ces musulmans de France côté marocain, tout le monde le sait, et avec les concernés qui devront faire ce travail, notamment le conseil marocain le conseil national des Marocains résidant à l'étranger, à sa tête M. Abdallah Boussouf et bien d'autres. Il y a un réel souci, il y a un échec. Et maintenant, la question qui se pose, c'est que simplement, on vit une période où la France a pris la décision de prendre les choses en main parce que c'est sa souveraineté qui est en jeu, c'est sa sécurité qui est en jeu, d'accord, c'est très important, mais aussi le musulman, parce qu'il n'y a pas que les Marocains, il n'y a pas que les Algériens, il n'y a pas que les Turcs, il faut bien spécifier les choses, le musulman en France, il devient victime et coupable. Alors, d'où cette décision, bien sûr, que tout le monde attend, de M. le Président de la République, de proposer les jalons de l'organisation, de la nouvelle organisation de la gestion de l'islam en France. Ma question principale, et ça c'est destiné à vous, si vous le permettez. Oui. Est-ce que les convertis sont regroupés sous forme d'association? 2. Est-ce que les convertis ont-ils une volonté ou bien ont-ils un mot à dire dans la future organisation de culte musulman en France? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je vous prie. Parce que j'aimerais faire une remarque justement par rapport au fait qu'on a tendance à mélanger tous les registres. C'est ça aussi qui brouille les pistes sur les questions liées à l'islam. Alors, tout d'abord, d'un point de vue culturel, moi je trouve qu'il est tout à fait légitime pour un pays de garder un lien avec ses ressortissants à l'étranger. Moi, je suis d'origine italienne. Les autorités italiennes, depuis très longtemps, ont pris des mesures pour au plan culturel, avec des entités qui permettent d'apprendre la langue d'origine, etc. Sauf que il faut aussi accepter qu'il y ait une déperdition culturelle sur plusieurs générations. C'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le nord de la France, il y avait jusqu'à 30 000 Italiens qui étaient inscrits au consulat. Aujourd'hui, c'est peanuts, quoi. Il n'y a même plus de consulat, tout est géré à Paris. Donc le Maroc a voulu développer une politique culturelle avec les darkoum, etc. C'est plus ou moins un échec parce qu'en fait, quand on veut développer une politique culturelle, il faut vraiment se donner les moyens de sa culture. Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne viens pas sur ce terme parce que c'est un autre débat, parce que là, on parle du culturel. Ça pourrait être l'objet d'un débat très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, concernant la gestion du culte, là aussi, il faut essayer de séparer les choses. C'est-à-dire, quand on parle du CFCM, le problème du CFCM, c'est que ils ont voulu intégrer différentes choses. Ils veulent jouer à la fois le rôle du CRIF, le rôle du consistoire, etc. Excusez-moi, je vais juste demander il y a du bruit. Oui, je vous entends. Allô ? Oui, je vous entends. Ok, très bien, parce qu'il y avait ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Moi, c'est pour ça. J'ai demandé à je vous en prie. C'est les aléas du direct, comme vous le savez. Ouais. Donc, le CFCM veut jouer différents rôles qui ne sont pas compatibles. Il faut une instance. Les autorités françaises ont besoin d'une instance qui soit représentative de la gestion du culte musulman. La gestion du culte, ça veut dire une instance technique qui puisse défendre les intérêts des gestionnaires des lieux de culte. Donc, ça pose un ensemble de questions au plan du code de l'urbanisme, au plan de la gestion du bâti cultuel, etc. Le CFCM n'a pas réellement joué ce rôle-là. Il n'a pas réellement joué
le rôle d'encadrement du culte avec une instance également théologique qui peut émerger. Là, on est à la concentration de tout un ensemble de problèmes où effectivement des convertis peuvent jouer un rôle à condition qu'ils n'endossent pas le costume du converti. Je m'explique. Converti, c'est pas un statut. La conversion, c'est un acte, et à partir du moment où on entre dans une confession religieuse, on est membre à part entière de cette confession religieuse. Sauf à créer un statut particulier, ça peut exister dans certaines religions, mais ça ne devrait pas exister dans l'islam. Parce qu'en fait, nous avons besoin de musulmans qui se pensent dans une citoyenneté complète et dans une culture française complète. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et le problème qui se pose chez certains convertis, c'est qu'à partir du moment où ils se convertissent à l'islam, ils entrent dans un parcours d'acculturation culturelle, mais à l'envers. Donc il va changer de nom, il va commencer à prendre les habitudes de vie des musulmans avec lesquels il vit. Donc si ce sont des Marocains ou des Algériens ou des Tunisiens, il va endosser un peu la couleur culturelle de ces musulmans. Si ce sont des Turcs ou des Pakistanais, il va s'acculturer, et progressivement le converti se déculture de sa culture française et il s'acculture à la culture des autres. Alors je ne dis pas que c'est mal. Moi-même, je suis complètement acculturé à la culture marocaine. Au bout de 30 ans, ça fait plus de 26 ans que je suis marié avec une femme marocaine. Donc, comme je dis, même quand je parle l'arabe, c'est un arabe, je parle darija plus que l'arabe fosra. Donc ça, ce n'est pas un problème en soi, à partir du moment où Homero Maronjou, que je suis, quand il est dans la société française, il devient pas schizophrène, quoi. Je suis avant tout un Français d'origine italienne et je suis de culture et de citoyenneté française avant tout. Et quand je me pense dans mon rapport à l'islam, le premier filtre, ça doit être celui-là. Or, avec cette gestion du culte où on a de l'ingérence étrangère et où on a ces parcours d'acculturation et de déculturation aussi chez une bonne partie des convertis, on a du mal à faire émerger des instances musulmanes qui se pensent dans une francité musulmane ou dans un islam français. C'est ça la problématique de fond. Justement, docteur, donc c'est la question principale qu'on a posée dès le départ, c'est cette intervention étrangère sur l'islam en France qui est l'origine de tout ça, parce que jusqu'à maintenant il y a trois sociétés qui se partagent un petit peu la responsabilité, les Turcs, les Algériens et les Marocains. Bien sûr, il y a quelques Africains, mais les trois qui sont connus sont là. Et l'OIF qui, également, au plan culturel, on peut aussi dire des choses. Et laissons-moi dire. Voilà. Donc, c'est vrai ce que vous dites, le converti est perdu. Est perdu dans ce paysage qui se bouffe entre eux. Il faut pas l'oublier non plus. Ce n'est pas la cohésion réelle entre le Marocain et l'Algérien et le Turc, on voit ça. Et il y a une guéguerre. Et cette guéguerre, toujours, est liée avec l'étranger. Moi, je pense, pour couper court, que les musulmans de France gèrent eux-mêmes ce culte en France, et les convertis sont mieux placés quelque part par leur neutralité, quelque part, j'ose dire. Neutralité pour gérer ce culte. Il faut que les personnes converties à l'islam doivent impulser le timing, je dirais aujourd'hui, de la francité, c'est-à-dire un islam qui soit ancré dans la culture du pays. Là aussi, je vais donner un exemple très simple. Vous allez dans n'importe quel pays musulman, les musulmans pratiquent l'islam. Donc la célébration stricte du culte, donc de la prière, se fait en langue arabe, mais tout le reste se fait dans la langue du pays d'origine. Aujourd'hui, en France, les concurrences des leaders se font en instrumentalisant la langue arabe, et ça devient une espèce d'identité revendiquée qui passe
par des attributs vestimentaires importés, par une langue qui n'est pas la langue française, etc. Mais tout ça, sur le fond, de mon point de vue, ce n'est que de la stratégie pour garder un leadership. Et on va discréditer les personnes qui n'ont pas ces attributs, donc notamment pour une personne convertie, il va y avoir de la surenchère. On trouve un certain nombre de convertis à l'islam aujourd'hui, soit qui sont entrés dans le salafisme et qui sont devenus des leaders dans le giron salafiste, soit qui sont entrés dans d'autres types d'appartenance. Par exemple, aujourd'hui, c'est un peu, il y a une mode, c'est les néo-malikites. Donc ce sont c'est un groupe aujourd'hui qui veut faire vivre le madhab, donc la tradition juridique du malikisme qui est prédominante dans les pays du Maghreb, mais ils le font, de mon point de vue, d'une façon qui est quasi folklorique, c'est-à-dire qu'on va prendre à la fois des attributs de vocabulaire, donc on va employer un type de vocabulaire, mais ça va se faire aussi par le fait que des personnes vont prendre, vous savez, le silham du bled. Silham, c'est cette espèce de cape pour nos auditeurs, c'est un habit. Donc on va prendre un habit complètement importé pour se revendiquer d'une tradition culturelle aussi. Et je pense que c'est là où il faut impulser une vraie dimension culturelle française pour justement battre en brèche toutes ces importations qui empêchent de penser la structuration d'un islam qui épouse les contours culturels. Alors, quand je dis ça, il y a certains musulmans qui ont les cheveux qui s'hérissent parce qu'ils pensent que ça va dénaturer l'islam. Non. Il ne s'agit pas de dénaturer l'islam et il ne s'agit pas, encore une fois, de créer de nouveaux rites. C'est pas ici, je parle pas moi de créer des rites. Il y en a, ils disent oui, tu vas faire la prière le dimanche au lieu du vendredi. La prière du vendredi, vous allez la faire le dimanche. Je suis désolé. Il me reste une minute. minute. Oui, allons-y. Là, donc, le hadith baqiya, comme vous parlez bien l'arabe, le hadith baqiya, je serais heureux si vous acceptez bien dans les mois prochains, surtout le mois d'octobre, si vous êtes disponible, on va approfondir un petit peu le débat sur le côté culturel et aussi le côté cultuel, au côté, bien sûr, musulmans et leur relation avec les pays d'origine, mais aussi ce côté bien dit des convertis. Je tiens à vous remercier infiniment d'avoir accepté cette invitation et je vous dis à très bientôt. Je suis désolé et à très bientôt, monsieur Omero Maronji Peria. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche pour actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel.